Nous voilà encore retrouvés pour un petit aperçu de littérature médiévale en France. Le développement de la littérature en France est très étroitement lié à celui de la langue, ainsi qu'aux événements historiques, sociaux et culturels. Pendant le Haut Moyen Âge, c'est-à-dire jusqu'à l'an 1000, il y a une situation de multilinguisme répandue dans l'Europe entière. Les gens s'expriment en plusieurs langues. Plusieurs personnes comprennent le latin, du moins au niveau liturgique, et une certaine partie de la population européenne, la plus cultivée, le parle aussi. En même temps, tout le monde parle au moins une langue non latine aussi. Ces langues non latines étaient appelées vulgaires, qui signifie langue du peuple, ou vernaculaire, c'est-à-dire langue dialectale. Dans le but de mieux représenter la situation linguistique et son évolution au cours du Moyen Âge, nous allons maintenant essayer de répondre à ces questions. Comment s'appelaient ces langues? Où étaient-elles parlées? Qui les utilisait? Comment on les utilisait? Elles étaient plutôt parlées ou surtout écrites ou parlées écrites? Quel était leur rôle social? Est-ce qu'il y avait une production littéraire en ces langues et, si oui, laquelle? Attention, nous allons distinguer entre la première partie du Moyen Âge, le Haut Moyen Âge, jusqu'à l'an 1000, et la seconde partie, le Bas Moyen Âge, après l'an 1000. Tu peux stopper la vidéo, si tu veux, et répondre de façon autonome. Tu entendras les solutions par la suite. Comment s'appelaient ces langues? Pendant le Haut Moyen Âge, en France médiévale, l'on parlait le groupe de langues dites d'Oïl dans le nord. Ensuite, elles sont devenues la langue appelée roman vers la fin du Haut Moyen Âge. Au même temps, dans le sud de la France médiévale, l'on parlait un groupe de langues dites d'oc, qui sont devenues ensuite le provençal. L'ancien français était parlé après l'an 1000, pendant le bas Moyen Âge, sur tout le territoire où étaient parlées ces langues. Le latin était parlé en toute l'Europe. C'était donc une sorte de langue internationale de la culture et de l'Église, tandis que les langues vernaculaires étaient liées à la région. Qui utilisait ces langues? Le latin était parlé par les gens cultivés, le clergé, parfois l'élite, l'aristocratie, dans des situations formelles, tandis que les langues vernaculaires étaient plutôt les langues maternelles. Elles étaient parlées dans des situations informelles. Au bas Moyen Âge, elles sont remplacées par l'ancien français. Comment on les utilisait, ces langues? Le latin était surtout écrit. L'oral était plutôt lié au rituel, à la liturgie. Tandis que les langues vernaculaires du Haut Moyen Âge étaient presque seulement parlées. Par contre, l'ancien français du bas Moyen Âge était parlé et écrit. Voilà donc que c'était une langue déjà plus prestigieuse, avec une dignité plus reconnue et une potentialité de langue littéraire évidente. On lui reconnaît la dignité d'une langue écrite et la capacité d'exprimer des sentiments et un certain raffinement. Quel était leur rôle social? Le latin était une langue avec du prestige. C'était la langue du sacré, de la liturgie, du droit, de la philosophie, du savoir. Les langues vulgaires ou vernaculaires étaient les langues du peuple et de la communication quotidienne. L'ancien français avait un rôle social déjà plus élevé. Elle était devenue la langue de la littérature profane et de la vie à la cour. Est-ce qu'il y avait une production littéraire en ces langues? Et si oui, laquelle? La production littéraire en latin et celle en langue non latine coexistaient. En latin, l'on écrivait des textes à sujet religieux, théologiques, liturgiques, philosophiques. On faisait aussi du théâtre religieux en latin. La production en langue vernaculaire, tout au long du Haut Moyen Âge, était plutôt orale et à sujet profane.
on parlait ou on chantait d'amour, de chevalerie, etc. En ancien français, au bas Moyen Âge, on composait des œuvres à sujet séculier, profane, des chansons, des poèmes, épiques ou lyriques, du théâtre, des contes, des romans. Bon, nous venons de dire que la plupart de la littérature médiévale était orale. Voilà que je me demande maintenant quelles sont les conséquences de la transmission orale d'un texte. Tu as sans doute de bonnes idées là-dessus. Stoppe alors encore une fois la vidéo et réponds. Ensuite, on pourra comparer mes réponses aux tiennes. Bon, d'abord, la forme d'un texte oral suit le modèle des cantilènes. Il y a, par exemple, des répétitions fréquentes. Des phrases, des vers ou des strophes peuvent se répéter. Ce sont alors les refrains. Mais il y a aussi des événements qui se répètent, des scènes, par exemple des rencontres. Normalement 3 fois. 3 est un chiffre typique. La répétition soutient l'attention et aide d'un côté le narrateur à ne pas perdre le fil de son conte, et de l'autre côté, elle aide le spectateur à mieux suivre la narration. De plus, l'oralité donne un rôle créatif et beaucoup de liberté interprétative au narrateur. Voilà donc que les textes ont tendance à changer selon le narrateur, le type de public, la situation, la région, les usages, les modes du moment, etc. Il y a donc des variations parfois très importantes parmi les différentes versions de chaque texte. Ou plutôt, on peut dire qu'il y a très souvent un canevas transmis par la tradition et que le texte se forme et se transforme au fur et à mesure à partir de ce canevas, selon la créativité de l'artiste narrateur. Il y a donc une intrigue plus ou moins précise, quelques personnages principaux, quelques événements fondamentaux, une conclusion donnée, et à partir de là, des personnages secondaires sont créés ou peuvent être créés, changés, être oubliés. D'autres personnages peuvent être ajoutés, des parties, des actions peuvent être supprimées, variées. D'autres encore peuvent les remplacer ou être ajoutées. La transmission orale est aussi la raison pourquoi il n'y a pas une seule version définitive et fixée comme dans un texte écrit. Il y a au contraire plusieurs versions de la même œuvre. Les textes avec plus de succès ont beaucoup changé et se sont enrichis en se modifiant selon la région, l'époque ou les situations dans lesquelles ils étaient racontés. Mais aussi selon leur succès. Il y a des légendes qui ont eu un grand succès et ont été beaucoup racontées. Elles sont formées donc de plusieurs contes et intrigues qui se rattachent tous au même canevas principal, à la même situation principale ou au même personnage. C'est le cas par exemple des légendes du roi Arthur et des chevaliers de la table ronde. En effet, il ne faut pas oublier que le Moyen Âge est une époque très longue, de 1000 ans, et que donc évidemment les langues, les usages, les modes, les intérêts, les habitudes, les styles de vie ont beaucoup changé à travers les siècles, et la littérature aussi. Mais hélas, étant oral, n'étant pas fixé sur un document écrit, une bonne partie de cette énorme production littéraire a été perdue. Une autre conséquence de la transmission orale, mais aussi un effet de la vision médiévale de l'homme et du rapport entre la production artistique et l'artiste même, est que les auteurs sont très souvent inconnus, ou bien, dans d'autres cas, qui sont anonymes, ou encore qu'il y a plusieurs auteurs pour une seule œuvre d'art. Il s'agit donc d'œuvres collectives. Il n'est pas rare de trouver, par exemple, une œuvre qui a été commencée par un auteur et terminée par un autre. Au centre de ce panorama culturel très complexe, il y a toujours les protagonistes, les artistes.
Au Moyen Âge, ils sont en même temps poètes-compositeurs et narrateurs, acteurs, chanteurs, musiciens. Les textes sont normalement en vers, accompagnés de musique. Ces créateurs s'appelaient trouvères dans le domaine d'Oïl et troubadours dans le sud, dans la région des Languedoc. En outre, il y avait aussi les bardes, qui étaient des musiciens chez les Bretons et les Celtes. Il y avait les ménestrels, des chanteurs qui pouvaient être ambulants, mais aussi rattachés à une cour. Il y avait aussi les jongleurs, des acteurs acrobates, eux aussi rattachés à une cour ou ambulants. C'est seulement au bas Moyen Âge que la production littéraire commence à être orale et écrite. Il y a 3 genres principaux: la poésie, le théâtre, le roman. Mais attention, toute la production est encore en vers et en rime, très liée à la musique et au chant. La poésie lyrique, dite aussi courtoise, c'est-à-dire liée à la cour. Et là, nous avons déjà l'image de la dame, la femme idéalisée. Elle est parfaite. Elle est la souveraine du cœur du chevalier qui lui fait la cour. Le chevalier ou l'homme de cour, vous le voyez ici plus petit, parce qu'il se considère soumis à la dame. Faire la cour signifie pour lui se soumettre à la dame, se mettre à son service. La poésie courtoise chante l'amour du chevalier ou de l'homme courtois pour une femme idéalisée, qui est sa courtisane. Lui, il se consacre entièrement à la dame. Toute sa vie, toutes ses prouesses sont la source de sa vertu et elles sont considérées des services d'amour. Ces prouesses sont le moyen par lequel il espère conquérir le cœur de sa bien-aimée. Son amour est un sentiment très raffiné, spirituel, qui s'oppose à l'amour charnel et qui est appelé la fine amour. La poésie épique est représentée par la chanson de geste, qui est née au début du Moyen Âge et qui était transmise à l'oral jusqu'au bas Moyen Âge. Geste vient du latin gesta, qui signifie action héroïque. Le héros est donc le chevalier, un héros exemplaire qui vit et travaille complètement consacré au service du roi et du christianisme. Voilà donc 2 éléments qui représentent ensemble les clous autour desquels se développe l'idéal chevaleresque, le roi et le christianisme. Les chansons de geste chantent donc le monde de la chevalerie et ses valeurs. Les vertus chevaleresques sont liées surtout à la fidélité, à la loyauté au roi et à l'Église, au courage, au sacrifice de soi au nom de Dieu et du roi. Les actions des chansons de geste peuvent avoir leur origine dans des événements historiques, mais ceux-ci sont en tout cas mystifiés. Ils deviennent légendes. Une des chansons de geste parmi les plus connues est la chanson de Roland. Elle raconte un événement historique, la bataille de Roncevaux dans les Pyrénées en 778, où l'armée de Charlemagne a contrasté l'avancée des Sarrasins sur les frontières du royaume des Francs. L'arrière-garde de Charlemagne a été battue et détruite dans une embuscade et le noble chevalier Roland y a trouvé la mort. Sa mort est chantée comme un extrême geste de fidélité à son roi et à son Dieu en défendant son honneur. La bataille de Roncevaux devient donc le symbole de la lutte pour la défense du christianisme. La chanson de Roland fait partie de la matière de France, un ensemble de légendes provenant de France et de l'Europe occidentale, l'Angleterre par exemple, une partie de l'Italie aussi. La matière de France comprend 3 cycles, chacun avec ses propres thèmes et personnages. Chacun de ces 3 cycles raconte d'une famille de héros. La chanson de Roland fait partie du cycle carolingien, de la famille donc de Charlemagne, tandis que le cycle de Guillaume d'Orange et celui des barons révoltés de Don de Mayence
rassemble des légendes autour des personnages de ces familles. Dans le théâtre, la grande distinction est celle entre théâtre religieux et théâtre profane, selon les sujets. Il y a aussi deux grands groupes selon les langues. Le théâtre en latin, qui a eu lieu dans les églises à l'occasion de moments liturgiques et rituels d'une certaine importance. Il y avait alors plusieurs rôles qui étaient distribués parmi les participants pour donner plus de force à ce moment liturgique. Il y avait aussi un théâtre en ancien français de sujets religieux qui était un théâtre de rue, c'est-à-dire qu'il se déroulait dans les rues ou sur les places comme une procession, et on y représentait des scènes de la Bible et du Nouveau Testament. Ce type de drame religieux regroupait les mystères, les miracles, la passion, la vie des saints, la vie de la Vierge. Les représentations s'étalaient parfois sur plusieurs journées avec des centaines de personnages. C'était aussi une forme de catéchisme du peuple. Ce théâtre était organisé à l'occasion de fêtes religieuses ou d'origine païenne ou folklorique. Il y avait aussi un théâtre de rue en ancien français, mais à sujet profane. En général, c'était des comédies, à dénouement heureux, des farces, des sottis ou des moralités. Il se déroulait évidemment dans les rues, sur les places, parce que alors il n'y avait pas de salle de théâtre. Les farces sont des pièces relativement courtes qui parfois entrecoupaient les mystères. Les sottis sont des pièces à sujet politique ou liées à l'actualité, interprétées par des sots, c'est-à-dire des gens stupides. Les moralités ont un but didactique ou allégorique. Elles représentaient les vices des hommes pour enseigner ce qui est bien et ce qui est mal. Les contes, les récits et les romans peuvent s'inspirer des valeurs de la chevalerie ou de ceux de la courtoisie, ou encore, ils peuvent faire de la satire sociale. Les romans de chevalerie au Moyen Âge sont des recueils qui peuvent être très grands, eux aussi groupés en cycles. Parmi ces cycles, il faut citer le roman arthurien, qui fait partie de la matière de Bretagne, une vaste production littéraire qui s'est formée à partir de légendes d'origine celtique bretonne. Comme les sources de la matière de Bretagne sont très lointaines dans le temps, comme jusqu'au bas Moyen Âge, la transmission de ces traditions était orale, comme les différents auteurs, compositeurs, narrateurs, à travers les siècles, faciliter par leur créativité l'évolution et l'adaptation des légendes aux différents contextes et moments historiques, il n'existe pas une légende arthurienne, mais il en existe plusieurs. Au cours des siècles, ces légendes sont devenues très nombreuses, avec plusieurs versions, mais il existe un lieu et un temps commun à toutes les versions. Le lieu est la Bretagne, voilà pourquoi il s'appelle la matière de Bretagne, et le temps est le 5e ou 6e siècle. C'est l'âge où ces légendes se sont formées. Toutes ces légendes sont en vers et en rime. Celles du cycle arthurien sont construites autour du roi Arthur, de Merlin l'Enchanteur, de Parseval, de la fée Vivienne, des chevaliers de la table ronde, du Graal. Parmi tous les ménestrels, troubadours, trouvères, bardes qui ont contribué à transmettre et à enrichir ce cycle, la plupart sont inconnus ou anonymes. Mais un est connu. Il s'appelle Chrétien de Troyes. Il a vécu au XIIe siècle. Il y a aussi des contes et des romans à sujet courtois sur le thème de l'amour. Nous en avons ici deux, Tristan et Iseult et le roman de la rose. Ils sont en vers, eux aussi. Tristan et Iseult est l'histoire d'un amour impossible et tragique. La source de cette histoire est d'origine celtique, transmise oralement pendant beaucoup de temps. Il y a beaucoup de versions qui ne se correspondent pas complètement. Il y a aussi beaucoup d'auteurs. Parmi eux, deux sont particulièrement importants. Ils s'appellent Béroul et Thomas d'Angleterre. Le roman de la rose est un roman allégorique.
L'allégorie est une figure de style où une idée abstraite est représentée à travers quelque chose de concret. Dans ce roman, la cour que fait l'homme courtois à sa bien-aimée est représentée par un jardin clôturé, fermé, presque impénétrable, ou bien par les tentatives de l'homme d'entrer dans ce jardin à l'accès impossible. Les tentatives de pénétrer dans le jardin symbolisent les tentatives de l'homme de conquérir le cœur de la bien-aimée. Encore un roman en vers, en octosyllabes, avec deux auteurs, Guillaume de Loris, qui a écrit la première partie, et Jean de Meulne, auteur de la seconde partie du roman. La satire sociale est aussi un genre très répandu au Moyen Âge. Là, nous parlerons de deux romans, le roman de Renard et les Fabliaux. Le roman de Renard est un recueil de récits allégoriques qui représentent la société du temps et ses mécanismes. Les classes sociales sont représentées à travers des animaux. Les seigneurs, ce sont les loups. Le roi, c'est le lion. Le peuple, c'est le renard. Selon les différentes versions, renard peut s'écrire avec D ou avec T final. Les différents récits du recueil sont écrits en langue romane au XIIe siècle par plusieurs auteurs dont beaucoup sont inconnus. Les fabliaux. Le mot fabliau vient du latin fabula qui signifie petit récit. C'est un recueil de brefs récits en octosyllabes pensés pour faire rire. Il est présenté tout un panorama de personnages symboles des classes du temps. Les prêtres, les paysans, les mendiants, les nobles, etc. Ce qui fait rire est la représentation de vices tels que l'avidité, l'avarice, la naïveté, la couardise, la gourmandise, etc. Parmi les auteurs les plus connus, il faut citer Rudebeuf ou Jean de Comté, avec aussi un grand nombre de ménestrels restés anonymes. Ma présentation se termine ici. Je vous remercie et je vous dis au revoir. À la prochaine.